M. Al-Bari, au 317 828 96 74. 317 828 96 74 et vous allez donc avoir la solution à vos problèmes. Vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas, appelez maintenant. Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute, nous allons tenter encore d'avoir notre invité. Il s'agit donc de Madame Martine Keivao. Madame, est-ce que vous entendez maintenant? Oui, je vous entends déjà. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir Madame. Alors, avant de commencer notre émission, qui est donc Madame Keivao? Présentez-vous. Ok. Donc, je disais bonsoir à tous. Je suis donc Martine Keivao, native de Diokwe. Et voilà, je suis membre de l'association ARDEF, donc Association des ressortissants de Diokwe en France et en Europe, dont j'assure les fonctions de présidente depuis 4 ans maintenant. J'avais un premier mandat de 3 ans qui est terminé et j'ai été réélue il y a 1 an. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, Madame, avant donc de commencer un peu notre émission, présentez-nous un peu la région de Diokwe et surtout la population Oué. On parle de population Oué. Qui est Oué et qui n'est pas? Alors, donc, la population Oué, elle commence de Diokwe par le sud. Elle va vers le Libéria. Elle couvre les villes de Giglo, Toulepleu, Taï, Bloléquin, vers le Libéria. Le centre, c'est donc Diokwe avec Bangolo. Et vers le nord, on trouve les Kwibli et Fakobi. Ceux du nord, avant, on les appelait les Woubé. Et de Bangolo, Diokwe jusqu'à Taï, on nous appelait des Guérés. Donc, c'est tous ces 8 départements réunis, les Woubé, donc plus les Guérés, qu'on appelle des Oué, qui sont originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec pour voisins des Yakuba au nord, et puis des Bété vers le centre. Alors, vous avez bien présenté, je crois que vous vivez aussi dans des régions avec ce qu'on appelle les allochtones et puis des allochtones. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Et les allogènes qui sont dans notre région. Donc, les allochtones sont nos frères baoulés, venus du centre dans les années qui ont immigré là, dans les années 70, ou je sais pas, quand nous on était petits, et qui sont venus là pour des problèmes de forêt aussi, par le biais de notre ancien président Oufoué-Boigny, quand il y a eu des problèmes au centre là-bas pour les histoires de barrages et qu'ils avaient plus de terre. Donc, ils les ont amenés vers l'ouest de la Côte d'Ivoire pour essayer de trouver de quoi manger. Et comme vous savez, en Côte d'Ivoire, les Ouest sont des peuples les plus accueillants. Donc, à l'époque, compte tenu du nombre moindre des populations, ça n'avait pas posé de soucis. Ceux-là, ils sont installés. Mais bien avant cela, on avait nos frères venus du Nord, des autres régions du Nord qui sont en majorité des Malinqués, qui eux aussi habitaient là et se livraient typiquement au commerce, donc qui ne posaient pas de problème de terre. Et ils habitaient pratiquement les îles. Et quand ils arrivaient dans un village, tout ce qui les intéressait, c'était de faire le commerce. Et pour ceux qui ont des amis parmi les populations, on leur donnait des portions de terre et ils le cultivaient. Ils ne faisaient que juste des cultures vivrières. Après cela, il y a eu nos frères de Burkina qui sont venus, mais nous encore, c'était plus anciens que nous, qui sont venus, mais qui étaient des métayers, qui travaillaient dans les plantations de café, cacao. Et moi-même, j'en ai vu de près, puisque mon grand-père avait de grandes plantations. Et on avait des Burkinabés qui étaient à la maison, qui avaient des enfants qui sont nés là, comme nous, on jouait ensemble. Et moi, depuis à partir des années 80 que j'ai su que ces gens-là n'étaient pas de chez nous. Donc, on vivait en bonne gouverne,
il n'y avait pas de soucis, c'était nos frères, ils travaillaient et puis en fin d'année, ils partageaient les cultures et on leur donnait, au lieu d'attendre toute une année pour avoir quelque chose, et qu'est-ce que nos parents faisaient? Ils leur donnaient des terres pour cultiver leurs légumes, riz, machin, tout ce qui est vivrier pour s'en sortir. Donc c'est comme ça se passait. Les histoires qui ont commencé depuis les années 80, là, avec la crise, ce n'est que ces dernières années-là. Donc, ces frères qui vivaient en bonne intelligence avec nous, avec l'arrivée de la crise, avec la politique, tous ces hommes-là, ils ont transformé ces gens-là en je ne sais plus comment je vais les appeler, puisque eux tous ne font pas de la politique, hein, mais ils ont été manipulés dans tous les sens et aujourd'hui, la situation est ingérable. C'est ainsi qu'à l'Ouest, nous nous retrouvons avec ce monde-là, qui aujourd'hui fait valoir que, puisque nos grands-parents qui les ont accueillis à l'époque étant partis, ils sont plus là, pour la plupart, puisqu'il y avait des familles même dont les enfants n'étaient pas du tout pratiquement au village, ils ont profité de la vieillesse de leurs autres là et de leur tuteur et ils se sont appropriés des terres pour la plupart. Aujourd'hui, ils s'occupent pratiquement tout le territoire à 60% presque de la population. Et voilà. Voilà. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez donc cohabité avec ces populations. À partir de quand réellement les problèmes ont commencé dans l'Ouest? À partir de quand? Les problèmes, moi, à ma connaissance, c'est dans les années 80 que les vrais problèmes ont commencé avec premier abord les événements de Fangolo. Fangolo, qui est un village de la commune de Djoukwé, qui est à 6 kilomètres, où il y avait eu des problèmes entre les halogènes, donc nos frères baoulés et les villageois, il y avait eu un problème une dispute dans un campement entre halogènes et entre eux et les villageois, et il y avait une dame qui était enceinte, qui quittait son campement et qui n'avait même pas vécu, qui n'avait pas suivi ce qui s'est passé dans leur campement d'origine, où il y a eu des événements. Une femme guérée qui rentrait tranquillement au village. Un soir, ils l'ont kidnappée sur la route, toute enceinte, ils l'ont enterrée vivante. C'était en 95, même Bédier était allé dans le village là-bas pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Mais à l'époque, avec son langage qu'il avait tenu, les gens n'ont jamais digéré ce discours-là. Et vraiment, il sonne toujours dans les oreilles des gens dès qu'il y a un petit souci, quoi. Suite à cela, il y a eu les événements de Urozo, entre les Burkinabés et les Ouais encore, pour une portion de terre, parce qu'il y avait un père qui avait donné une partie de la forêt à son métayer, et celui-là ayant dépassé les bornes, les enfants de ce dernier sont allés dans le campement, ils ont cueilli des mangues ou bien de je sais pas quoi, dans la plantation du monsieur, il s'est énervé, il a tué l'un d'entre eux, à coups de machette. Donc tout le village s'est déporté là-bas et il y a eu des problèmes. C'était avant la guerre, c'était les conflits qui avaient été identifiés mais qui ont été neutralisés puisque il y a eu à plusieurs reprises des forums de réconciliation initiés par nos cadres d'alors et tout était rentré dans l'ordre. Jusqu'à ce que ce coup de 2002 arrive. Donc, bien avant, nous habitions avec nos frères en bonne gouverne, sans souci. On était franchement, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Parce que vous savez, le Ouai, même si il y a un qui a un problème avec quelqu'un, les autres ne s'y mêlent pas. C'est pas comme on le voit partout ailleurs où quand il y a un problème avec une personne, les autres viennent en soutien avec leurs frères et ils font palabre à tout le monde. Ce peuple-là n'est pas comme ça. Quand tu as affaire à lui,
même si les autres, tu es leur frère et que ils sont en ce nom, ils demandent toujours ce qui se passe. Et c'est quand il y a les débordements maintenant qu'il y a de l'abus de part et d'autre qui commencent à se protéger. Sinon, c'est pas des gens qui atterrissent comme ça parce que c'est ton frère, il en parle avec quelqu'un, tu te mets dedans. Pas du tout. C'est des gens qui n'agissent pas comme ça. Donc, le drame que nous vivons, c'est depuis la crise de 2002 avec la rébellion de Soro et compagnie. Voilà. Alors, on va chercher donc à comprendre. Hein, vous vivez donc en Côte d'Ivoire. La région que vous avez présentée, c'est la région donc des Oué, hein, des parents baoulés. Après donc le barrage donc de Kossou, hein, on trouvait donc refuge là-bas, mais ceux aussi étant donc des Ivoiriens, en principe, il n'y avait pas de problème. De temps en temps, il y a des histoires, c'est des choses qui se règlent. Hein. Ensuite, les Burkinabés sont donc arrivés. Hein. Pourquoi aujourd'hui ce conflit est transformé entre les populations Oué et surtout les populations burkinabées, alors qu'il y a, comme selon vous, il y a donc des Maliens et donc des Guinéens? Aujourd'hui, ce qui a fait que tout ceci a trouvé une ampleur indescriptible, c'est, comme je vous l'ai dit, ce sont les événements de la rébellion. Parce que ceux-là, quand ils sont arrivés, ils ont mis pour accent qu'ils ont commencé, comme Soro l'a écrit dans son livre, il est devenu rebelle parce que les nordistes se sentent lésés. Donc tout ce monde-là, ils les ont manipulés en disant que les gens ne nous aiment pas, les gens nous rejettent, ils disent qu'on n'est pas ivoirien. Donc avec ces vous savez, il suffit d'inculquer quelque chose. À force de marteler, la personne devient autre chose. Hein. Donc, ils les ont montés comme ça, de toutes pièces. On a même vu, en début de la guerre, des charniers qu'on fabriquait de toutes pièces pour dire que, voilà, quand on trouve un corps là, tout nu dans une fosse, on déterre des gens pour dire que ce sont des musulmans ou bien des chrétiens, vous voyez. Donc, c'est avec cette manipulation-là aujourd'hui qu'on est arrivé à chose. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, avec ces histoires de terre, pour d'un côté des gens qui ont dépassé les limites qu'on leur avait octroyées, et de l'autre, les qui ne veulent plus céder une seule parcelle parce que ils veulent plus accueillir des gens compte tenu de la crise, comme je vous l'ai dit. Donc, ces halogènes-là, ils ont cru, en se mêlant à la rébellion, ils vont tuer ceux qui sont là et puis récupérer les terres. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et comme le gouvernement en place ne fait rien pour démentir ça, malgré tout ce qui se dit, avec même les ONG, des organisations internationales qui disent que le problème foncier de l'Ouest, pour que les gens ils acquièrent plus de terres, donc il faut tuer au maximum les Ouest. Donc c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même tout récemment, on a tous nos frères, vous savez, qui sont encore en exil, la population n'est pas de retour. Même ceux qui sont sur place, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour raconter du n'importe quoi. Les gens, ils ne peuvent plus aller sur leur terre. Voyez? Donc, l'exemple du Mont Péco est là pour que tout le monde, vous voyez. Des gens qu'on a importés de leur pays pour venir faire la guerre, pour venir aider les rebelles à prendre le pouvoir, qu'on a entassé dans le Mont Péco, qui est une forêt classée par le gouvernement. Et ces gens-là, ils sont venus en masse à partir de 2002, sans même demander à qui que ce soit. Ils venaient par convoi pour envahir cet espace-là. Aujourd'hui, le gouvernement qui lance des appels dans tous les sens, qui envoie même les fils complices de la région qui sont au sein de ce gouvernement vers nos parents pour dire que les de 35 000 Burkinabés qui sont sur le Mont Péco, il faut qu'on les réintègre dans les villages ouest. Mais ils vont s'asseoir où? Ils vont rester où? Et si on les intègre là, ils vont vivre comment? Tout le monde dit que oui, les ouest sont fainéants, ils ont vendu leurs terres.
Et ceux qu'on est en train de parcourir nos villages aujourd'hui là pour s'installer là, on a encore vendu cette terre-là. Nos parents qui sont réfugiés dans d'autres pays limitrophes, quand ils veulent rentrer, on montre de toutes pièces qu'il y a des maladies là-bas, ils ne peuvent plus retourner chez eux. Tout récemment, l'ONU a fait un communiqué là. Ils ont affrété un convoi qui venait du Libéria avec 400 personnes. 400, ouais, pour venir dans leur pays qui sont volontaires, qui veulent rentrer. Le gouvernement a fait barrage en disant qu'ils souffrent d'Ebola, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils ne peuvent pas revenir. Et pendant ce temps, on prend leur village en otage pour qu'on installe les Burkinabés sous prétexte que il faut les encadrer avant de trouver une solution. Mais pour trouver une solution, on n'a pas besoin de nous prendre nos terres. Tout en sachant qu'on n'est même pas là, on prend nos terres et on va les installer. Depuis 3 ans, les Ouest sont bien en exil, d'autres sont sur des camps de réfugiés où on les a massacrés. Pourquoi maintenant, quand il s'agit des Burkinabés, on doit les mettre dans les villages des Ouest forcés? S'ils ne savent pas où les mettre, parce qu'ils doivent déguerpir le Mont Péco, ils n'ont qu'à leur aménager un espace comme ils le font bien pour les Ouest sur leur propre terre, pour rester sur des camps de réfugiés. Pourquoi ils ne le font pas pour les encadrer en attendant qu'ils trouvent une solution? Et ils vont dans les villages, tous les villages qui ne sont pas d'accord, ceux-là, et ça c'est le discours du préfet, quand il passe, tout jeune ouest, tout ouest qui est dans leur village aujourd'hui, vous l'appelez, il va dire ça. Quand ils arrivent, si vous acceptez, on va vous construire des écoles. Ben, on a déjà nos écoles, la preuve. Dans chaque village aujourd'hui à l'ouest, il y a une école. Selon la taille du village, on va vous construire d'autres écoles pour que les enfants des arrivants puissent aller à l'école parce qu'il y aura ce peuplement. Et puis, on va vous mettre un dispensaire. Si vous n'acceptez pas, ceux qui n'acceptent pas d'accueillir les Burkinabés dans leur village, s'il y a des problèmes de sécurité, nous ne sommes pas responsables. Tout en sachant que ceux qui sont au Mont Péco, ce sont nos bourreaux identifiés. Leur patron amendé, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'ils en ont fait. Ils ont fait une parodie d'arrestation qui ne donne jamais son suite. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Pourquoi on l'a mis là? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son sort? On n'en sait rien. Et ceux qui l'ont soutenu pour nous massacrer, reconnus par le monde entier, ce sont des criminels. Si les femmes et enfants qui sont là-bas, ils ne savent pas où les mettre, ils n'ont qu'à les parquer dans un camp de réfugiés, l'ONU va s'en occuper comme ils le font si bien pour les Ouest, en attendant que leurs parents répondent de leurs crimes ou bien les renvoyer dans leur pays. Mais non. On va les mettre dans nos pays, dans nos villages, jusqu'à on amène un ministre burkinabé de son pays là-bas pour venir voir les villages où on va... Non mais merde alors, excusez-moi pour le terme. Vous voyez ça? Et pendant ce temps, nous-mêmes qui avons notre territoire, on n'a pas le droit d'y mettre pied, on veut rentrer chez nous, on nous chasse parce qu'on a des maladies. Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'Ebola dont on parle, on avait dit que ça va commencer en Guinée. La frontière guinéenne est ouverte. Au nord, au Mali, là-bas, c'est ouvert. Au Libéria, c'est ouvert. Les gens passent tous les jours. Pourquoi quand il s'agit des guerriers qui doivent réintégrer leur village, on dit qu'ils ne peuvent pas venir? L'ONU qui avait certifié leurs résultats pour dire que oui, c'est eux qui ont gagné. C'est le même ONU là aujourd'hui qui disent que les gens là, ils ont attesté aussi qu'ils ne sont pas malades et qu'ils ont affrété un convoi humanitaire. Pourquoi ils disent que l'ONU ment? Donc l'ONU ne dit pas la vérité aujourd'hui. Alors, madame, avant de revenir pratiquement un peu au corps, certainement, au sujet phare donc, de notre entretien ce soir, vous avez parlé un peu donc, des terres, donc, des terres qui avaient été donc, cédées par vos grands-parents à des Burkinabés. Certaines personnes donc, parlent de vente. Aujourd'hui, la population burkinabé qui est là-bas dit non, que vos parents, comme l'avait dit tout à l'heure, ils étaient donc des feignants, ont vendu donc des terres à ces Burkinabés. Et aujourd'hui, vous, les enfants, vous voulez donc réclamer ces terres. Alors, que répondez-vous par rapport à ça, madame? Madame? Oui, excusez-moi. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, nos parents, ils disaient que oui, ceux qui viennent d'ailleurs, on les considère aussi comme nos parents, et ils leur cédaient des petites portions pour faire leur culture, pour manger. Et on t'offre ça,
Et quand tu donnes à un, le lendemain, c'est toute une colonie qui vient s'installer. Pendant ce temps, la plupart des enfants autochtones, à l'époque, sont en ville. Aujourd'hui, tout le monde est retourné à la terre. Quand tu rentres dans le campement, moi-même qui vous parle là aujourd'hui, je suis confronté à ce problème. Je suis confronté à ce problème. Personne n'a jamais vendu quoi que ce soit. Moi-même, je prends mon exemple. Ma mère est morte dans la guerre, à Dieucoué, à la mission catholique. Comme vous saviez, à l'époque, la Côte d'Ivoire avait fait l'objet d'un embargo sur les médicaments décrété par le tristement célèbre Nicolas Sarkozy de la France. Donc tous les malades à l'époque de cette crise-là, qui souffraient de dialyse, qui souffraient de tout autre mot dans les hôpitaux, ceux-là aujourd'hui, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Donc moi, ma mère aussi est une victime de la guerre suite à ces événements. Aujourd'hui, on arrive dans le village, tous nos terres, tout est occupé. Par la force, parce que puisqu'on a fui. Mes frères aujourd'hui, tous les frères de moi, je suis obligé d'envoyer de l'argent pour qu'ils mangent, parce qu'on ne peut pas aller dans notre campement. Pourtant, ce campement-là, on y était il y a quelques jours avant de fuir. Donc, vous voyez, et c'est des cas comme ça qu'on trouve dans tous les sens. Donc moi, je souhaiterais que, si vraiment, ce problème de terre-là, tant qu'il n'est pas résolu comme il le faut, on ne peut jamais, on va toujours tourner en rond. Hein, vous voyez? Et là encore, on est en train d'augmenter. On va vous les envoyer d'ici mars 2015, on va trouver une solution. Quelle est cette solution qu'il ne faut pas trouver maintenant? Au départ, c'était des apatrides. Depuis quand un apatride devient propriétaire terrien. Donc, nos terres n'ont jamais été cédées par les autochtones. Même s'il y avait un cas, s'il y a des cas de vente, quand on vend quelque chose, Monsieur Roger, on donne ses papiers et on s'en va se faire identifier. Si tu sais très bien que tu as acheté quelque chose, que tu es dans ton droit, tu ne prends pas la machette pour résoudre ton problème. Dès l'instant où tu fais par la force, c'est qu'il y a un problème, tu as quelque chose à te reprocher. Vous voyez? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est une volonté manifeste de repeupler notre territoire en nous chassant. Mais où voulez-vous qu'on aille? Même avec toute la bonne volonté du monde, on va aller où? Qui est-ce qui va nous accueillir ailleurs? On ne peut quand même pas quitter chez nous contre notre volonté et errer comme ça dans la nature. On est aussi des humains, comprenez cela? Donc franchement, il n'y a pas le problème de génocide de côté. On reviendra au problème de génocide tout à l'heure, puisque c'est le corps même de notre débat tout à l'heure. Hein, Comment? Je dis on reviendra donc au problème de génocide de tout à l'heure. Voilà. Hein. Il n'y a pas ce problème de côté. Mais il y a un problème vital, et nous les survivants. Je ne peux pas aller dans mon village. Je vais aller où? Hein? Si j'arrive à cet instant-là, je prends mon billet ce soir, je rentre où? Si j'arrive dans le village et qu'on accepte, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a un barrage d'oiseaux à l'entrée et à sa sortie. Je vais entrer là, peut-être ils vont me laisser m'asseoir. Mais je mange comment? Je ne peux pas aller dans mon champ, je ne peux rien faire. Et c'est eux qui vont aller m'envoyer mes produits pour que je les achète. Et si je n'ai pas d'argent, je fais comment? C'est ça la réalité. C'est grave ce qu'on dit là. Donc ce n'est même pas un problème, même si on dit ouais, oui, vous êtes pro-Gbagbo. Bon, d'accord, mettons ce problème de côté. Pourtant, nos frères aujourd'hui dans le gouvernement qui sillonnent les villages avec les membres du gouvernement, ces membres qui sillonnent aujourd'hui la région ouest, ouais, pour installer ces Burkinabés du Mont Péco là, ce sont des fils, ouais, au sein de ce gouvernement. Vous voyez? Donc ce n'est pas un problème politique, il ne faut même pas qu'on va nous distraire. Ça n'a rien à voir. C'est une volonté manifeste de repeupler notre territoire. Donc, à défaut de nous avoir tués tous,
on nous chasse pour tout simplement venir installer des gens là, comme ils le souhaitent. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ils nous ont tués, c'est vrai. Mais dans tous les cas, ils ne nous tueront pas tous. Et ça, voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Bao. Alors, pour enfin donc de terminer cette émission, nous allons garder certainement nos émotions, hein, Madame. Alors, je vais garder mes émotions afin donc de pouvoir terminer un peu cette émission, afin de pouvoir avoir donc le maximum d'informations venant de vous, Madame. Alors, nous allons aller donc à un autre segment, Madame, avant de venir au corps de notre débat ce soir. Hein. La Côte d'Ivoire a pratiquement, disons, 5 régions. Hein. La guerre a touché pratiquement le nord, un tout petit peu le nord, le centre, l'ouest et le centre-ouest. Comment vous expliquez que c'est votre région qui est la plus convoitée, hein? C'est dans votre région qu'il y a eu beaucoup plus de morts, il y a eu beaucoup plus de carnage, beaucoup plus de génocide. Comment vous expliquez un peu cela, madame? Oui, mais vous voyez, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les fils, ouais, je peux dire qu'en majorité, c'est pas nous-mêmes notre faute. Pour un problème d'intérêt. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La dernière fois, quand je suis à cette antenne, j'étais avec un autre frère, ouais, qui niait même que j'exagérais, il n'y a pas eu de génocide. Et que les mots étaient forts. Vous voyez? Aujourd'hui, le problème qui nous a trop eu, c'est cette divergence d'opinion, cette indifférence des uns et des autres, le moi-je, comme on le dit, qui fait qu'il y a eu beaucoup de victimes parmi les ouïes. Les gens, la majorité de nos dirigeants, de nos représentants, de nos soi-disant responsables, ne pensent qu'à leur propre intérêt. Personne ne prend jamais le souci de l'intérêt général. Oui, ça se passe dans ce village-là, c'est pas dans mon village, donc ça ne me concerne pas. Ou alors, moi je suis au gouvernement, je suis ministre, donc pour que j'aie ma place au sein du gouvernement en place, il faudrait que je collabore en stressant mes parents au maximum. C'est ça qui fait que nous souffrons. Et donc, si on a fait l'objet de ces massacres, on a payé ce lourd tribut, c'est dû en partie à nous-mêmes, nous-mêmes fils, ouais. Parce que chacun ne voit que son intérêt. Chacun ne défend que sa place. À l'époque des Baoulés, quand je vous le disais, moi j'étais encore trop petite, notre cadre d'alors avait eu ce même problème. Il y en avait qui étaient pour que les gens viennent pour venir prendre les forêts. Les Baoulés encore, les Mossis même, on leur a donné les Baoulés. C'était à l'époque où vous avez fait une loi, un slogan qui était d'office loi, là, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Donc ceux-là même, ils sont venus, ils avaient à choisir dans quelle portion ils devaient se mettre. Avec la complicité de nos cadres encore, qui étaient avec Oufoué à l'époque. Et ça même à partir des années 80, qui a créé des zizanies entre déjà nos responsables. Ils ne s'entendent jamais. Quand il s'agit de l'intérêt du peuple, ils ne s'entendent jamais. Chacun veut toujours son intérêt à lui. Merci beaucoup. Et non seulement ça, donc depuis les origines déjà c'était comme ça. Et aujourd'hui on arrive à un stade où maintenant tout a éclaté au grand jour avec la rébellion qui est arrivée. Je vous rappelle par la même occasion qu'il y a des fils ouais qui sont parmi les rebelles. L'attaque de Diokwe dont vous parlez, l'attaque la plus meurtrière, les événements de post-électoraux là. Il y avait des militaires, cadres, ouais, qui ont planifié, qui ont eux-mêmes fait le plan de guerre. Quand je prends le cas de Oulata Gaoudi, par exemple, c'est lui qui a fait le plan d'attaque de l'Ouest de mars 2011. Donc, vous voyez, pendant qu'on massacrait ses parents, lui, il suivait le plan, quelques mois avant la guerre,
tout le monde l'a dit, il sillonnait les régions pour placer les rebelles dans les Burkinabés, les Mossi, dans tous les recoins de choses avec son groupe. Sous prétexte qu'il avait un différend contre le pouvoir Gbagbo. Mais ce que tu es en train de faire massacrer là, ce ne sont pas les parents de Gbagbo. C'est pas ses parents. Ses parents sont ailleurs, ils sont bien tranquilles. Et toi, tu te mets là parce que tu ne t'entends pas avec ce monsieur. Tu viens avec des gens et vous faites un plan de guerre pour faire massacrer vos parents. La dernière fois, il s'est mis à écrire dans les journaux, je ne sais pas quoi là, mais j'espère que personne ne l'a écouté. Vous voyez ça? Donc ce sont nous-mêmes. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les membres du gouvernement avec les élus de la région qui sillonnent le pays pour que les Burkinabés du Mont Peko, nos bourreaux s'installent dans nos villages. Il y a Évariste Méambli, qui est le président du conseil général du Guémon, le Guémon qui compose la région de Dieukwe, de Bangolo, de Kwibli et de Fakobli. Il est président du Guémon et il est devant la file des membres du gouvernement, puisque ce sont eux les élus, pour venir aller dans les villages pour dire à ses parents, accueillez vos bourreaux. Non, mais c'est pitoyable ce qui nous arrive, c'est pitoyable. Anouloto, Banzio Dagobert, tout ce monde-là. Mais où allons-nous avec ça? Parce qu'aujourd'hui, eux, ils profitent d'une situation, alors le reste, ce n'est pas leur souci. Et demain, mais nous autres qui n'avons rien à voir là-dedans, même encore, je vous dis, j'ai des frères de Dieukwe qui sont dans l'ADF, qui sont mes vice-présidents et qui me demandent par le biais de Ouattara, puisqu'ils m'ont convié à plusieurs reprises et je ne suis pas présentée, pour que j'aille retirer la plainte qu'on a déposée à la CPI, pour qu'on fasse un arrangement, comme ça il va développer la région. Non, mais ça fait mal. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Même si on est 2, 3 parmi eux, on leur tiendra tête jusqu'au bout. Ça ne se passera pas comme ça. Aujourd'hui, c'est eux. Admettons que j'accepte. The host has joined the conference. Que j'accepte d'aller m'asseoir avec eux pour dire oui, je vais négocier. On va me donner je ne sais quelle somme ou je ne sais quoi, ou bien un poste. Comme ça, tout ce qui a été massacré, tout ce qui a été rasé, tous ces gens enlevés pour des destinations inconnues, tout ce monde qui croupit dans des prisons ou sur des camps de réfugiés partout dans le monde, ceux-là, on va donner de l'argent à Keïvao, elle va se la couler douce, et puis je vais les passer en perte de profit. Jacques Roger, je n'endormirai pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et prions Dieu pour que des gens encore continuent de tenir tête. On arrive jusqu'au bout. Alors, merci beaucoup, madame. On va revenir donc au cœur certainement de notre entretien ce soir. Vous avez maintes fois parlé donc des génocides. Certaines personnes disent que c'est de la publicité que vous faites. Quand on définit le terme génocide, c'est donc un génocide et donc donc si vous voulez, l'extermination physique intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie, ou d'un groupe en raison donc de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Vous parlez de génocide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien faire une démonstration pourquoi il y a eu donc le génocide donc des populations? Je ne vous ai pas bien compris. Allô? Allô? Voilà, vous m'entendez, madame? Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien entendu la question. Voilà, je reprends la question. Oui. Vous avez maintes fois dans votre... J'entends plus. Voilà, la définition du génocide. Un génocide est donc l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques,
religieuse ou sociale. Certaines personnes disent, quand vous parlez de génocide, c'est de la publicité que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et bien faire une démonstration pourquoi vous pensez qu'il y a eu génocide des Ouest? Allô? Allô? Oui. Parce qu'il me concerne, moi, je parle de génocide pour deux raisons essentielles. La première, quand on parle de génocide, c'est quand on dit qu'on examine un groupe pour, soi-disant, son opinion, son appartenance politique. Et aujourd'hui, quel que soit le journaliste ou bien la presse, quiconque parlera de ouais, on parle de pro-Gbagbo. Vous voyez? On ne tient même pas compte de ce qui s'est passé. On ne voit que des pro-Gbagbo. Donc ça fait déjà un. À tort ou à raison. Soro, partout où il passe, pour lui, tout pro-Gbagbo doit passer. Et comme il estime que les ouais sont en majorité avec Gbagbo, donc il faut aller faire le plus grand nombre à cet endroit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la volonté manifeste de vouloir repeupler notre territoire historique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la région ouest, c'est la région la plus convoitée, c'est la région de la forêt, café, cacao, tout ce qui est machin, fer, pétrole, tout le sous-sol, il est convoité. Donc, on nous tue pour nous prendre notre terre. Vous voyez? Et quand on voit, depuis les massacres, depuis le début de 2002, la façon dont on nous tue, quand tu arrives dans un village, j'ai des vidéos, Jacques Roger, je peux vous les donner. Quand on arrive dans un village et qu'on tire sur tout ce qui bouge, qu'on met feu à ce village, c'est pour ne pas que les gens reviennent là, c'est parce qu'on a en tête que personne ne vienne là et que on dise qu'il était une fois. Voilà, vous voyez. Quand on trouve une femme enceinte et qu'on l'éventre vivante devant son mari, pour dire peut-être que la grossesse qu'elle porte là, c'est un garçon qui est à l'intérieur et celui-là, si on le laisse en vie, il va nous compliquer la vie plus tard. Quand on vient, on arrive, on aligne tout le monde et qu'on trie les populations pour tuer les femmes, pour tuer les garçons, soi-disant, si on tue tous les garçons, les femmes seront obligées de nous marier pour récupérer les terres. Et que depuis une dizaine d'années, qu'on procède de cette façon et qu'on massacre toute une ethnie, M. Roger, quelle explication voulez-vous donner à cela si ce n'est qu'un génocide? Tous les caractères sont réunis. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que ce génocide soit reconnu sur le plan international afin que justice nous soit rendue. Mais madame, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, cela se passe aux yeux et à la barbe donc, de tout le monde. On a brandi un peu les éléments d'Aboko comme un génocide, alors que ce qui se passe à l'ouest, c'est un véritable carnage. Pourquoi vous n'arrivez pas, ou bien pourquoi la Côte d'Ivoire ou bien les Ivoiriens n'arrivent pas à expliquer un peu cela à qui de droit? Je fais allusion donc à la Cour pénale internationale. Pourquoi vous avez du mal, avec les preuves à l'appui, à faire comprendre On a du mal tout simplement, comme je vous le dis là, parce que pour ce qui s'est passé chez nous, pour tout ce que les Ouest subissent, pour eux, les Ouest sont à tort ou à raison des pro-Gbagbo. Donc, tout ce qui est pro-Gbagbo. La communauté internationale qui est venue en Côte d'Ivoire et qui a fait ce qui s'est passé pour installer le pouvoir, ils n'ont que ça à la bouche. C'est ça, moi, c'est pour ça que je veux aller jusqu'au bout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut dire qu'un peuple, pourtant, les enfants de ces gens-là sont dans leur gouvernement. Ils sont avec vous, ils travaillent avec vous. Et vous dites qu'ils sont pour Gbagbo.
Donc, tout ce qui leur arrive, on s'en fiche. C'est une volonté délibérée, comme je vous l'ai dit, de mettre en fait des profits, le drame qu'on a subi, tout simplement pour blanchir Ouattara. Parce que s'ils mettent l'accent sur ce qui s'est passé à Diokwé, comment pouvez-vous expliquer qu'on tue 6 personnes et qu'on brandit ça au monde entier et qu'en une journée, eux-mêmes ramassent d'après eux 1000 personnes qu'on met dans un trou et qu'on n'en parle pas? Hein? Et ça, les gens prennent ça comme arme pour nous narguer en plus. On va vous tuer tous. Quand on prend les événements de Naïbi, le préfet de région à l'époque, Benjamin Afouri, qui est dans la région de Diokwé, après les événements de Naïbi, ils l'ont affecté. Celui-là, c'est un baoulé. Il était devant le camp quand ça brûlait. Et quand les jeunes gens fuyaient, lui-même les rattrapait. On a la vidéo. On a la vidéo. Mais moi, j'aimerais bien que vous m'aidiez à trouver pourquoi on refuse cela. Moi, c'est ce que je veux savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi on ne veut même pas parler de ça? Pourquoi on ne veut même pas en entendre parler? Ça cache quoi? À qui profite ce crime? Puisque Gbagbo qui a commis les crimes, comme ils le disent, et qui a la CPI, eux-mêmes, le gouvernement de Ouattara a fait une enquête, et selon leur décompte, il y a eu 700 personnes qui sont mortes et qui leur sont imputées. Mais ces 700 personnes-là, c'est quand même pas des souris. Pourquoi personne n'est inquiété? À l'époque, à Diokwé, pendant la crise électorale, le militaire qui était, le rebelle qui était en commission là-bas, c'est, comment il s'appelle, Loseni Fofana. Loseni Fofana, quel grade il a aujourd'hui dans le FRCI? À l'époque, il était simple rebelle. Aujourd'hui, c'est un commandant. Hein? Après lui, pendant les événements de Naïbi, c'était Daouda Kone, qu'ils appellent Konda ou bien je ne sais pas quoi. Aujourd'hui aussi, lui, c'est un gradé dans l'armée. Donc moi, je demande à Draman Ouattara, quel intérêt il trouve? Lui, étant président de la Côte d'Ivoire, quand on est président, on est au-dessus de tout le monde. Hein. C'est lui d'ailleurs, il est le chef des armées, un chef responsable, il a la défense en charge. C'est lui le ministre de la Défense en même temps. Et tout ce qui se passe en pays où elle, là, il n'a jamais, ne serait même une seconde de compassion, jamais. Pourquoi? Pourquoi il parle de crimes? Et tous ceux qui ont commis les crimes, tous les militaires qui ont orchestré cela, sont promus dans son armée. J'aimerais savoir ça. Pourquoi c'est seulement les 7 femmes d'Abobo? Parce qu'elles sont malinquées? Quelle est la différence entre un malinqué et un ouais? C'est pas sur cette population. Les Anouloto qui sont dans son gouvernement, les Blanzieux d'Agobert qui travaillent avec les Méambli, ce sont des enfants ouais. Donc les ouais aussi ont fait quelque chose pour lui. Et pourquoi il n'en parle jamais? De l'autre côté, madame, on accuse aussi vos cadres et puis des populations d'avoir tué donc des populations allogènes et allochtones au temps de M. Laurent Gbagbo. Et qu'aujourd'hui, ces femmes sont venues changer. Alors, que répondez-vous à ça, madame? Je n'ai pas entendu parce qu'il y a un bruit. Alors, ne quittez pas, je range Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission, voilà, spéciale émission donc Jacques Roger, The Burden of Truth. Nous recevons donc aujourd'hui Madame Artine Baokei, qui est donc de la région de Diokwé. Elle nous présente exactement les faits qu'elle a eu, elle a vécu, qu'elle a eu, qu'elle a pu certainement avoir dans cette monde. Je ne sais pas si elle nous entend en ce moment, madame, est-ce que vous nous entendez? Voilà. Jacques, je n'entends rien du tout.
Ah, vous m'entendez pas. Hein? Est-ce que vous m'entendez là maintenant, ça va, madame? Là, j'entends, mais vous êtes très, très loin. Ah, bon. La voix est très lointaine. Ah, d'accord, voilà. J'espère que maintenant, vous m'entendez mieux, hein, madame? Oui, là, Voilà. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, madame. Je disais tout à l'heure hein, qu'on accuse aussi, à tort ou à raison, des cadres d'avoir créé un peu, d'avoir tué donc des populations allogènes et allochtones au moment où M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Alors, que répondez-vous par rapport à ça, madame? Écoutez. Moi, c'est pour ça, je suis ce dossier pour qu'il y ait une enquête. Donc, moi, c'est tout ça que je veux découvrir c'est pour ça que je préfère qu'il y ait une enquête. Moi, jusqu'à aujourd'hui, dans ce qu'on dit dans les journaux, moi, je ne suis pas, comment ça s'appelle, pro-Gbagbo ou pro-Ouattara ou pro-ceci, pro-cela. Moi, j'ai pour objectif que tout crime qui a été commis doit être puni. C'est pour ça que je veux qu'il y ait une enquête. Donc, c'est aux enquêteurs de découvrir maintenant qu'ils fassent une enquête générale, qui est coupable, qui ne l'est pas, ils doivent le punir. La seule chose que je ne peux pas supporter, admettons même que ce soit des gens de Gbagbo qui ont tué. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces gens-là, les militaires Gbagbo, la majorité sont en prison et les autres sont en exil. Donc ceux-là, ils ont payé et ils sont en train de payer. Mais pourquoi ce côté-là, il est intouchable? Moi, c'est ça je veux qu'il y ait que tout se passe de façon équitable. C'est vrai qu'il y a eu des tueries de toutes parts, mais qu'on détermine les responsabilités et que les responsables soient punis. Point barre. Et que justice soit rendue. Mais il est hors de question qu'on séquestre une partie et l'autre se la coule douce en larguant les populations. Non. Non et non. Qu'est-ce qui autorise aujourd'hui les dozos à encore avoir des armes et parcourir nos régions et avoir des barrages? Pourquoi? Alors, merci beaucoup, madame. Alors, revenons un peu à deux événements. Essayez de nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ces deux événements. Il y a d'abord l'affaire de Diokwe où on a parlé donc de entre 500 et 1500 morts au niveau de Diokwe. Alors, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé dans les deux régions? Allô? Allô, madame? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Nous entendons parfaitement. Voilà. OK. D'abord, pour vous dire que à Diokwe Carrefour, entre mars 2011, du 28 mars 2011 jusqu'en juin, il y a eu plus de 5000 morts. On a les témoignages, on a des photos, on a des films, des vidéos des 5 charniers qui se trouvent au quartier Carrefour. Et la liste des gens qui sont morts. Et même des témoignages. J'ai une vidéo sous mes yeux là, où les rescapés de Diokwe, de Naïbi, les mêmes personnes qui étaient au Carrefour rescapées, la même personne a été rescapée à Naïbi, qui ont fait des vidéos, et que le jour où l'ONU, la Croix-Rouge a fait le décompte, M. Choy a envoyé son représentant pour supplier les responsables de la Croix-Rouge pour minorer le nombre de personnes. Donc, il y a eu 5 charniers au quartier Carrefour qui sont identifiés, au bout desquels gisent aujourd'hui plus de 5000 âmes qui sont là. Et le jour que la Croix-Rouge faisait ce décompte, c'était en présence de Sidiki Konaté, il était sur le terrain, il minorait. Oui, on a tué quelques personnes là. Pourtant, on a tué quelques 150 personnes. Et les autres disent oui, ça, non. Non, pas du tout. Il y a 5 charniers identifiés. Même quand il y a eu les drones des Américains ou je ne sais pas quoi là qui sont venus, tous les journalistes qui sont partis là, demandez-les. Tout le monde connaît. C'est faux. Les 800 personnes qu'ils ont mis au bord de la route là, ça c'est le plus petit charnier de ce jour-là. Sinon, il y a 3 autres dans la ville. Il y a au quartier Carrefour, dans lesquels où il y a eu plus de morts. À Naïbli, on a compté 231 personnes. Sans compter ceux qu'ils ont amenés dans leurs véhicules et qui sont portés disparus. Et pour lesquels on a découvert des puits charniers,
On a seulement fouillé un seul puits où ils ont sorti 6 corps et le préfet de Mans a ordonné à ce que les fouilles s'arrêtent. Quand ils disent que c'est pas ça et qu'on découvre la vérité, ils arrêtent sur place et personne ne pose des questions. Pourquoi demander à ce préfet de Mans là? Pourquoi ce jour-là, quand on a identifié les puits, 12 puits pour les morts, et qu'un seul puits a donné 6, pourquoi il a arrêté qu'on fouille les autres? C'est ça aussi la vérité. Voilà, merci beaucoup, madame. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre d'âmes des populations ouais, et combien de personnes aujourd'hui sont mortes ou bien portées disparues? Alors, madame, est-ce que vous m'entendez? Je fais mon décompte par le nombre de victimes dans les villages que j'ai reçus. D'accord. Voilà, je vais vous donner un peu de temps. Hein. Voilà, je vais vous donner au moins une minute pour pouvoir vous avez les aujourd'hui? Allô? Oui, allô, madame. Vous me parlez vous me parlez du nombre de morts pour la crise post-électorale ou de tout l'ensemble depuis le début? Non, ça va, je vais dire au niveau des populations, ouais, des populations, ouais. Il y a la population, ouais, il y a combien de personnes, la population, et puis aujourd'hui, combien de morts ou bien de portées disparues vous avez jusqu'à présent dénombré? Le nombre de morts que moi je reçois par les villages depuis 2002 à ce jour, j'ai recensé 46 000 personnes. Morts, Toutes tendance, oui. Sans compter les disparus, la liste des morts qu'on recense dans les 8 départements jusqu'à les noms des personnes qu'on m'envoie au fur et à mesure, sans compter les disparus. 46 000 morts, sans compter les disparus. Donc, on peut avoisiner au moins les 100 000, c'est-à-dire personnes mortes ou bien disparues. Moi, j'ai les listes, les noms que j'ai par département, par village, parce qu'on les fait par village, chaque village. Depuis le nom de la personne, son village, la façon dont elle est tuée, et voilà, on fait les décomptes. Les audiences dans les familles avec, voilà, c'est ce que j'ai à ma possession. Donc, les disparus, je ne les compte pas. Les blessés, je ne les compte pas. Et Dieu sait qu'il y en a des milliers. Et comment? Oui, avant certainement de vous donner au moins 2 minutes certainement de pause avant de prendre des questions donc des auditeurs. Vous aviez dit dans votre interview que vous avez accordé à des confrères qu'aujourd'hui il y a à peu près 70% de la population qui est donc à l'exil et puis 30% qui est un peu disons à l'ouest et bon qui n'arrive pas du tout certainement à recouvrir un peu la vérité. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Ces chiffres, je les avais au début quand ça chauffait. Mais depuis cela, il y a eu quand même des gens qui sont rentrés. Donc, quand je faisais cela, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, ça diminue. Okay. Vous savez, quand ça chauffait entre 2011 et 2012, là, ça c'était les chiffres que j'avais. Mais aujourd'hui, à cet instant où je vous parle, là, non. Là, c'est un peu erroné. Alors, et au niveau certainement de la Cour pénale internationale, parlez-nous un peu des péripéties que vous avez eues afin de porter plainte ou bien d'apporter moins d'éléments. Parlez-nous un tout petit des péripéties afin que les Ivoiriens puissent savoir exactement comment cette Cour travaille. Le dossier est accepté, il est enregistré, mais ça piétine, ça je ne gère pas ce côté-là. Mais nous, on continue. Chaque fois, on me demande des informations, je les fournis, et puis voilà. Donc, à chaque fois, j'ai un élément, je complète. Et puis, je fais la mise à jour au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup, madame. Est-ce que vous avez besoin au moins de 3-4 minutes de pause avant de prendre la question des auditeurs, les questions des auditeurs, ou bien nous pouvons continuer, madame? Ok. Voilà, on va vous donner au moins 3-4 minutes de pause et puis le temps donc de prendre quelques réactions donc des auditeurs. Voilà.
Innovative TV, plus de 70 chaînes de télévision africaines et européennes, renouées avec les télévisions nationales guinéennes, maliennes,